Alors, bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, même sur podcast et puis sur YouTube. Et j'ai le grand plaisir, moi, de souhaiter la bienvenue et d'accueillir ma grande amie maintenant, parce que finalement, ça fait longtemps qu'on Mm. se connaît. Et je ne sais pas si on va raconter l'histoire de notre rencontre, mais en tout cas, le café, il joue un peu son rôle quand même. Et donc, mon amie s'appelle Mélanie Roy. Et Mélanie, je te souhaite vraiment la bienvenue et je suis vraiment heureux de faire une conversation ici avec toi sur Rain or Shine. Bon, merci Manu. Écoute, non, c'est un plaisir d'avoir déjà d'avoir vu aussi le projet Rain and Shine se monter petit à petit. Donc, non, non, c'est chouette. Et Et donc, pour évidemment, enfin, je ne l'ai même pas encore dit, mais Mélanie a été l'illustratrice qui a été inspirée justement quand on lui a parlé du projet dès le début, qui a été inspirée et qui très rapidement en fait nous a jeté comme ça des couleurs sur du papier et nous a fait les tasses de couleurs qui font le fond. Voilà, tu peux déjà le montrer. voilà, 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 tu l'un peux sûrement des vous le. premiers essais. Ouais, et Ouais. qu'on a adoré tout de suite et qu'on a gardé pour notre Je crois qu'il y a fond. le jaune là, le bleu là. Et du coup, on a fait le logo exactement, c'est ça. Le logo de Rain or Shine, en fait, vient de deux de ces tasses Mm. qu'on a rapprochées ensemble. Une bleue pour la pluie, hein, pour Rain, et un joli doré pour le soleil. Donc, tout s'est bien goupillé et nos esprits se sont rencontrés d'une façon assez magique, encore une fois. Et donc voilà, donc grâce à elle, on a de très jolies illustrations pour accompagner dès le début notre projet. Et, euh, et, et avec ces couleurs, en fait, c'est quelque chose de positif et qui est quelque chose qu'on avait envie de tout de suite de mettre en fait dans ce projet. Donc, merci à toi déjà rien que pour ça en fait. Ah, avec plaisir. Écoute. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, alors, si jamais euh, il y avait vraiment une raison autre que celle-ci pour te faire intervenir sur Rain Chain, qui est quand même quelque chose qui est destiné à la communauté du café. C'est pas pour rien. Et au fur et à mesure de notre conversation, on va vraiment rentrer dans le sujet. Mais depuis que je te connais, en fait, il y a ces moments de dégustation qu'on a pu avoir tous les deux, parce qu'au départ, tu buvais déjà du café, on va en revenir là-dessus. Mais en fait, j'ai découvert et j'ai été agréablement surpris par ta façon de vivre tes aventures gastronomiques et la façon que tu avais de les mettre sur papier. Et pas forcément juste avec des mots, mais aussi avec des illustrations. Et j'ai trouvé que c'était une façon complètement originale et, euh, et, euh, qui venait du cœur aussi, en fait, et qui pour la communication, pas seulement pour le souvenir, mais pour la communication avec d'autres, pour rendre compte d'un, d'une dégustation, c'était potentiellement un outil absolument génial et innovateur pour le café en règle générale. Mais j'imagine que tu vas nous en parler, ça peut être utilisé dans plein d'autres domaines. Oui, oui, oui. Bah, à ce niveau-là, c'est vrai que bah, tu l'as bien résumé, il y a le souvenir et la transmission. C'est vrai qu'on en verra quelques exemples. Et moi, enfin, je dessine depuis très longtemps, mais le fait de vouloir partager, je pense que c'est ce qui m'a peut-être donné envie, en tout cas, de formaliser un peu plus, d'en prendre l'habitude. Et j'ai eu deux retours qui m'ont fait un peu plus mettre les mots sur ce que je faisais. L'une de Mariana. Alors, Mariana, c'était mon étudiante. Elle est brésilienne. Elle vit à João Pessoa. Et un jour, elle m'a dit, mais ce que tu dessines, c'est saudade. Alors, je sais pas, j'ai pas l'accent, mais ça veut dire, c'est un mot qui se traduit pas, qui est portugais, qui est un peu le je me souviens, je te regrette, je garde l'atmosphère aussi de ce moment. Et c'était un peu ça, c'est se dire, voilà, la dégustation, parfois, c'est un moment, et ce moment, je pense aussi à mon ami Tucker Knapp, qui est poète et qui a écrit un joli poème sur le moment, c'est ce que j'essaye de fixer un peu. Donc c'est à la fois des arômes, c'est aussi le lieu, le paysage. Et d'ailleurs, actuellement, mes recherches s'orientent de plus en plus vers la prise en compte du paysage et c'est quelque chose de très prégnant déjà dans mes dessins.
Et l'autre commentaire, c'est le commentaire d'un ami mathématicien, Gilles, qui savait que je dessinais, parce que je dessinais, ça se voit, il y en a plein à la maison, et, hum, et qui me voyait galérer sur les premières analyses de réseau en écologie. C'est quelque chose que tout le monde fait maintenant, mais il y a 5 ans, tout le monde galérait avec des formules mathématiques pas possibles. Et il me disait, mais plutôt que d'assommer tes étudiants avec des formules mathématiques, montre-leur un dessin, ça passera mieux. Et en fait, il avait pas tort. J'osais pas parce que j'essayais de jouer les scientifiques abruptes et mathématicienne, enfin en tout cas écologue avec un angle mathématicien. Et en fait, ce qui plaît à mes étudiants, ce qui les touche et ce qui les pousse sûrement à faire une écologie un peu plus poussée, c'est aussi de voir qu'on peut être épanoui, on peut partager, on peut avoir du plaisir. Et en fait, les dessins, parce que je choisis effectivement souvent des couleurs naturellement très chaudes, effectivement, ces couleurs aident à faire passer le message. Et donc, du coup, c'est voilà, c'est un peu ces deux déclics qui ont fait que maintenant, je ne cache plus ça. Longtemps, j'ai caché à mes collègues scientifiques que je dessinais, que ça faisait partie de ma façon de prendre des notes de terrain et compagnie. Maintenant, c'est complètement accepté, enfin, en tout cas par moi. C'est ce qui est important, c'est essentiel déjà et puis pour pouvoir derrière justement ne pas te cacher et puis partager parce que finalement c'était le but aussi. Mm. Alors peut-être qu'on va faire un retour en arrière parce que on a déjà parlé pas mal de ce que tu fais en fait. Il y a quelques mots qui sont sortis là. Mais qui es-tu en fait? Quelle est la carte d'identité de Mélanie Roy et quel est ton métier finalement tous les jours? Ok, alors donc je m'appelle Mélanie Roy, je suis donc enseignante-chercheuse, ça c'est mon métier, je suis à l'université Paul Sabatier dans un laboratoire d'écologie et d'évolution, donc évolution et diversité biologique, et je me suis spécialisée sur l'étude des interactions, donc surtout plantes, champignons, et de l'évolution de ces symbioses, symbiose au sens large, hein, ça peut être avec des effets négatifs, positifs. Et mes grandes questions de recherche, c'est de comprendre comment les champignons, par les interactions multiples qu'ils génèrent dans les sols, stabilisent des écosystèmes. Comment, par exemple, dans une forêt où on a 200 espèces d'arbres à l'hectare, quel rôle vont jouer les champignons qui vont permettre à ces 200 espèces de cohabiter? Quel rôle vont-ils avoir dans l'adaptation au changement climatique des espèces végétales aussi? Quel rôle vont-ils avoir dans la résilience, par exemple, même dans des vignobles? Est-ce que lorsqu'on a une forte diversité de champignons, est-ce qu'on a aussi une végétation au-dessus qui est plus stable, plus résistante? Donc je me pose ces questions-là, souvent dans des écosystèmes très stables, donc des forêts qu'on va dire anciennes, c'est-à-dire des endroits où on connaît la forêt depuis 150 ans en Europe, 400 ans en Guyane, des endroits qui sont dits un peu primaires, donc avec des grands guillemets parce qu'on sait que l'homme y a habité. Donc voilà, ça c'est ma carte de visite scientifique, voilà, avec un D'accord. angle fort pour, enfin voilà, je suis aussi enseignante et j'adore enseigner. Et j'enseigne tout ce qui est en lien avec ces champignons, ces interactions, donc à la fois un peu de théorie sur l'écologie et l'évolution, mais aussi beaucoup de choses sur l'écologie tropicale, la biodiversité en général, et puis des cours pratiques sur comment on reconnaît des champignons, des plantes, des sorties dans les vignobles, voilà. Donc ça, c'est ma carte de visite scientifique. Et En très résumé, et finalement aussi, on a vu très vite que c'est très large quand même, en fait. oui, Et c'est ouais. ça qui aussi m'a frappé avec toi, en fait, c'est ta mémoire qui est absolument, qui je pense n'a aucune limite. Et donc, tu es capable de parler de beaucoup de choses. Donc là, on parle juste de ton métier, mais en fait, tu pourrais, en fait, partager du savoir dans beaucoup de domaines. Et alors, juste pour revenir sur certains points, en fait, déjà, en fait, tu enseignes à quel niveau? C'est à l'université aussi, c'est ça? Alors, à l'université, donc j'ai les premières années d'université, par exemple en biologie végétale, jusqu'au master 2, dans des modules, par exemple, entre économie et écologie, où on regarde les compromis qu'on a à faire aujourd'hui quand on est écologue, ou alors, au contraire, de l'écologie plus théorique sur justement la stabilité des interactions sur le long terme. D'accord. Et alors, toutes ces questions, est-ce que les champignons ont un rôle dans ci et dans ça? Parce que la réponse est oui, au final. Eh ben, alors oui, dans certains écosystèmes, par exemple en forêt boréale, oui, on s'aperçoit que ça a vraiment, c'est en train d'accompagner les champignons, enfin les arbres, pardon, dans leur migration face au changement climatique.
Après, un peu moins en Guyane. En Guyane, on s'aperçoit qu'ils sont très spécialisés. J'ai pas vu, par exemple, de grandes variations de ces communautés en lien avec des paramètres climatiques. Donc voilà, il y a des endroits où ils ont peut-être un rôle plus important que d'autres. Voilà, en tout cas, là, dernièrement, c'est vrai que je m'intéressais vraiment aux réactions par rapport au changement climatique. Et c'est plus dans ces écosystèmes extrêmes qu'on les retrouve. Ensuite, chez nous, par exemple, en France, c'est vrai que on a sorti récemment une étude où on s'intéresse aux vieilles forêts des Cévennes et on voit vraiment que les champignons ont un effet localement dans les vieilles forêts, mais aussi dans le paysage autour. Donc, ils ont un effet qui dépasse parfois le petit patch de forêt. Et ça, je trouve ça hyper intéressant D'accord. d'avoir voilà, cette ère d'influence des champignons. Et alors, tu dis qu'effectivement, dans les vieilles forêts où c'est bien installé, en fait, les relations entre les champignons et les autres plantes se sont installées. Mais est-ce que les champignons, on a déjà vu dans l'agriculture, en fait, est-ce qu'ils ont leur rôle à jouer aussi dans la résilience? Parce que finalement, on ne voit pas forcément, en fait, toute la microbiologie qui est dans la terre, en fait, mais elle a aussi, suivant les plantes et suivant les, euh, les cultures, en fait, Ouais. les champignons peuvent avoir leur rôle à jouer aussi. Ouais, bah ça, en fait, bon, il n'y a pas que mes recherches, hein, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup d'études qui montrent que lorsqu'on a un champ où on a beaucoup plus de champignons, en général, on a aussi plus de stabilité des interactions. Après, les conséquences sur tout dépendent un peu de la vision qu'on a. C'est-à-dire si c'est que le rendement, bon, parfois le rendement, c'est pas le meilleur indicateur. Donc il y a actuellement beaucoup de recherches sur quels indicateurs on prend. Est-ce qu'on veut absolument du rendement à court terme ou est-ce que c'est d'autres indicateurs, par exemple la tolérance à la sécheresse? Est-ce que c'est d'autres choses qui nous indiquent les bénéfices? Donc là, en ce moment, il y a pas forcément une réponse claire. Mais Hmm. je vois dans les vignobles, par exemple, enfin, les points de vue sont vraiment en train de changer sur déjà la végétation, la prise en compte du sol vivant et compagnie. Et moi, c'est là-dessus, effectivement, qu'une partie de mes recherches, effectivement, porte, même si je suis plus sur la forêt que sur le monde agricole. Oui. Mais je commence vraiment à m'y intéresser, notamment pour introduire voilà, ce questionnement sur le long terme, sur la stabilité à long terme. Mhm. Mm. Ouais, bon, après, c'est pas par hasard que je suis allé petit à petit vers l'agriculture, parce que finalement, bah, déjà, tu t'y connais bien, on verra ensuite dans le vignoble. Mais après, il y a tout l'aspect café aussi, en fait. Et forcément, euh, comme dans le vignoble, en fait, j'imagine que tout ce qui est dans le café aussi, de plus en plus, on fait attention au système en entier, en fait. Donc, Mm. l'agroforesterie ou la biodynamie, ce sont des choses qui, de plus en plus, font partie des, euh, des concepts qu'on entend de plus en plus souvent, au moins chez les producteurs qui cherchent à faire de la haute qualité. Et d'ailleurs, en fait, en parlant de café et de champignons, c'est finalement en fait de cette façon-là qu'on s'est rencontrés, parce que je cherchais à comprendre en fait comment faire pousser des champignons sur la mouture de café. Et donc, un ami qu'on a en commun nous a mis en contact, et tu m'avais parlé en fait des choses qui existaient déjà, des fameuses pleurotes, et donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait déjà des entreprises en France et beaucoup à l'étranger qui faisaient Mm. ça. Mais donc il y a quand même un lien entre les champignons et le café qui est évident. Ouais, ouais. Bah, oui, sur cet aspect recyclage, ouais, c'est clair. Après, bah, d'une part, ouais, sur cet aspect réutilisation du café, là, ça explose. On voit plein de trucs en Amérique du Sud, là, ils sont à fond. En France aussi. Après, sur le lien, effectivement, la prise en compte de la diversité du sol dans les plantations de café, ça commence. Après, c'est un peu timide, hein. Il y a plus de choses sur la partie aérienne, bah, comme toujours, hein. Ouais. Voilà, c'est un peu la boîte noire, le sol. Mm. Mm. Mais effectivement, c'est intéressant. Et moi, ce que je trouve chouette de s'intéresser effectivement à plein de modèles, c'est de voir les parallèles. Par exemple, entre le monde du café et le monde du vin, il y a vraiment des choses similaires sur la prise en compte de la diversité végétale autour, des services écosystémiques, effectivement d'autres façons de torréfier ou de fermenter. En tout cas, il y a vraiment une diversité. Alors, je parle souvent du changement climatique, mais en tout cas de créer une diversité d'adaptation qui est hyper intéressante à discuter. Ouais.
Hmm. Ok, alors on parle de vin et de café, alors mais comment toi en fait tu es tombé dans ces mondes-là et est-ce que parce que finalement la science ça en est loin, mais donc j'imagine que tu avais un intérêt pour tout ce qui était gustatif déjà en fait, le plaisir des sens. Ouais, alors euh, effectivement, de toute façon, il y a des liens. C'est vrai que j'aime bien goûter. Je pense avoir. On est malheureusement pas tous égaux sur sur la dégustation, hein, ça mais en même temps, je me dis toujours on peut progresser. J'ai toujours été marquée par l'idée que euh, en parfumerie, c'est les vieux nez qui sont les plus experts. On ne peut que s'améliorer dans la mémoire olfactive parce qu'en fait, on renforce des liens et compagnie. Et ça, je trouve que c'est une super nouvelle qui force à se dire, mais en fait, on peut devenir meilleur, effectivement, pour décrypter les arômes et tout ça. Et je suis tombée dedans, moi, parce que bon, j'aimais déjà beaucoup sentir. Je me souviens, enfin, je suis tombée très vite dans la botanique, étant jeune, ado. Et j'avais noté des endroits où ça sentait bon, les stérelles, j'avais été très marquée. J'ai adoré quand on a déménagé en famille près de Bordeaux, où l'odeur des pins était prégnante partout. Donc les odeurs, c'est quelque chose qui m'a toujours marquée. Et ensuite, j'étais pas forcément très attirée par l'alcool ou le café, mais par l'amertume, oui. L'amertume, c'est quelque chose que j'aime bien en cuisine. Et effectivement, peut-être voilà, vers 21 ans, un truc comme ça, au cours de mes études, j'ai eu l'occasion d'aller à une séance d'œnologie gratuite proposée à l'école. Et j'avais été mais, complètement subjuguée par un Beaune de Venise où j'avais jamais senti autant d'arômes, de jasmin, de rose, de tout ce qu'il y avait comme fleurs dedans. Et j'avais dû être assez enfin, loquace parce que le sommelier m'avait offert la bouteille. Il m'avait dit ça a l'air de vous plaire. Donc, avec ma coloc, on avait eu la fin de bouteille à déguster à la maison. C'était très sympa. Et après ça, il y a eu quelques séances, ça s'est vite arrêté. Et ensuite, avec quelques potes, Nathanaël, Mathilde, là, on a décidé de se dire, ah, bah, tiens, mais ça s'est arrêté, mais en fait, c'était génial comme moment de dégustation. Pas seulement pour déguster, mais pour apprendre. Moi, j'aimais bien apprendre, j'aimais bien la géologie aussi, et du coup, aller comprendre un peu l'histoire, le paysage aussi déjà, ça m'interpellait. Et donc, on a vite repris un peu ces dégustations, essayé de les organiser. Puis après, on est parti dans le monde des concours aussi un peu. Enfin, il y a eu voilà, des périodes différentes. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que je retenais mieux quand je transmettais. C'est-à-dire que si je me disais, ah bah tiens, je vais déguster des vins, ou il faut que j'organise une dégustation, très vite, ma mémoire, tac, tac, elle se remettait en marche. Et c'est vrai que ça a été de transmettre, hein, et c'est quelque chose qui se dit en yoga, hein, si tu veux maîtriser, enseigne. Euh, et, et donc, du coup, c'est vrai que c'est intuitivement, j'y suis passée à animer des dégustations. Donc, j'ai fait ça voilà, pour les amis. Euh, j'ai fait ça à Montpellier quand je suis partie en thèse à Montpellier parce que j'avais pas trouvé de club eno, ou j'en avais trouvé mais qui me plaisaient pas, qui étaient plus voilà, qui n'avaient pas les mêmes philosophies. Moi, ce qui m'intéressait, c'était toujours d'apprendre des choses sur l'histoire, la géole, les vieux cépages aussi. J'aimais bien les trucs un peu rares, un peu comme en botanique. Et puis en arrivant effectivement à Toulouse, c'est peut-être plus vers Toulouse que mon goût pour le café s'est développé. Bon, c'était du coup il y a une dizaine d'années. Je pense que les coffee shops commençaient un peu plus à émerger, on en voyait plus. Et donc déjà, voilà, je m'amusais à déguster un peu mieux. Et c'est vrai que comme j'avais aussi un petit club eno à Toulouse, ben, il y avait toujours évidemment le cerveau qui, bon, déconnecte quand même de temps en temps, heureusement, mais quand même qui décryptait un peu tout le temps. Et c'est vrai que mes copains, ils rigolent quand je bois un verre de bière, là, je sens. Les verres d'eau, c'est limite. Donc, Tu peux pas t'empêcher quoi en fait, c'est un peu voilà. ça. Non, non, et c'est vrai que quand on a le nez un peu connecté, ben, on se dit, tiens, ouais, c'est une autre façon de percevoir. Hmm. Et donc les deux se sont liés autour ouais, du plaisir de déguster, mais aussi un peu la conscience en permanence de vouloir transmettre. Alors, transmettre, c'est une chose, mais il faut quand même apprendre. Alors, c'est comment toi tu apprends dans ce cas-là, en fait? Oula, Est-ce que tu as eu des alors, mentors ou est-ce que c'était vraiment toi-même, tu as fait en sorte d'apprendre tout ce que tu pouvais? Alors, euh, alors sur les goûts, c'est vraiment personnel à ce niveau-là. Euh, Après, bon, j'aime bien lire et effectivement,
Alors j'ai pas passé de DNO, mais c'est vrai que je me suis versée un peu dans la chimie du vin à un moment. J'aimais bien comprendre pourquoi des goûts étaient similaires ou des choses comme ça. Donc c'était plus de l'apprentissage personnel. Et ensuite sur les cépages, c'est vrai que je me suis inscrite, mais bon, il y a peut-être moins longtemps, il y a quoi, il y a 4 ans, à l'association des cépages modestes. Alors je suis pas très présente, mais quand même, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Non, c'est de farfouiller dans les livres, des choses comme ça. C'est vrai que j'ai, un moment, ben, au moment où je suis partie vivre en Guyane, j'avais hésité un peu pile ou face. Est-ce que j'arrête tout pour passer mon diplôme national d'œnologue ou est-ce que je pars vivre en Guyane tac, tac, tac. Bon, finalement, ça s'est pas fait, mais je suis venue au retour de Guyane, je suis venue m'installer à Gaillac. Et en fait, c'était bon, une envie de campagne, une envie de forêt, une envie de vivre pas Ouais. loin de l'eau. Pour ceux qui ne Euh, savent pas, c'est ah, où pardon. Gaillac? Alors Gaillac, c'est à 50 km de Toulouse, entre Toulouse et Albi. Donc c'est nord-est. Et c'est l'endroit où il y a le plus de... Alors c'est un des endroits où on connaît la vigne depuis moins 300 avant Jésus-Christ. Et c'est un endroit où jusque 82 cépages ont été cultivés avant le- les années 70. Donc où on a maintenant une réduction assez drastique là, du nombre de cépages. Mais en tout cas, c'est un endroit fort, un lieu fort, un peu hotspot de diversité pour les cépages en France. Il y a plein de cépages endémiques et moi, c'est ce qui m'a attirée. Je me suis dit, ah ouais, comme ça, en dehors du boulot, j'apprendrai. Bon, en fait, Hmm. c'est un vrai lieu de vie, chouette à habiter. J'ai rencontré plein de copains. C'est très bien. Euh, voilà, c'est le bon lieu pour moi. Mais c'est vrai qu'il y avait cette envie d'apprendre, de comprendre la diversité des arômes et tout ça. Et donc, ouais, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est pas si évident de transmettre une façon d'apprendre. Moi, je pense que la curiosité est avant tout un moteur. Il y a des articles récents sur la curiosité qui montrent que on est capable d'endurer toutes les souffrances pour la curiosité. C'est un moteur très fort. Donc voilà, et c'est vrai que la curiosité, elle vient voilà, en dégustant, en entendant parler d'un cépage, tac tac, on va lire. Donc petit à petit, il n'y a pas besoin d'ingurgiter une méthode. Ça se construit au fur et à mesure. Mhm. Mm. Et c'est ouais, la soif d'apprendre et de goûter, pour le coup. Mais Ouais. il faut l'avoir, ouais. C'est vrai que c'est essentiel. Et est-ce que tu as eu la même chose peut-être pour le café ou c'était juste quelque chose qui est venu à côté en parallèle, évidemment, et c'est devenu un plaisir aussi d'apprendre? Parce que finalement, en fait, tu vas en parler, mais tu transmets aussi le café, en fait. Tu as inclus quelque chose dans tes cours. Tu peux nous en parler? Ouais, alors oui, sur le café, bah, c'est vrai que le café, je pense que j'aimais bien ça, mais j'ai pris conscience lorsque bah, tu m'as fait découvrir le monde du café aussi, que du coup j'avais l'impression d'un monde qui était obscur, voilà, c'est peut-être la couleur, mais euh, qui n'était pas mon monde, le monde du café. Et en fait, j'ai vu que j'avais les clés parce que j'aimais goûter. Et en fait, c'était un panel d'arômes encore plus divers que le vin de texture aussi, voilà, de sensations très différentes avec la chaleur. Euh, donc il y avait beaucoup de choses que voilà, j'ai découvert avec le café. Et c'est vrai que très vite, peut-être parce que effectivement les enseignements s'y prêtaient bien, parce que effectivement je revenais aussi de Guyane, donc quelque part je... Ouais, il y avait un lien au tropical qui était très fort. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup sur la géographie du café très rapidement. Un peu comme j'ai appris sur le vin. Et en fait, quand j'ai repris peu de temps après, bon, il y a maintenant, quoi, ouais, il y a quand même 5 ans, j'ai repris un module d'écologie tropicale, enfin de biodiversité tropicale, euh, mais bon, qui se donne à Toulouse entre quatre murs. Euh, je me suis dit, bon, mais comment est-ce que je peux rendre ça plus concret? Comment est-ce que je peux partager tout ce qu'on découvre en forêt, tout ça? Donc, il y a deux aspects. D'une part, je fais beaucoup de cours au musée d'histoire naturelle de Toulouse donc que je remercie du fond du cœur parce ils me reçoivent avec mes étudiants dans les serres et compagnie. On va aussi un peu chez Pierre Fabre, qui nous accueille pour une sortie botanique euh, dans les serres tropicales où il y a plein d'espèces intéressantes. Tu peux nous Et dire vite fait qui c'est Pierre Fabre? Pierre Fabre, c'est la grande marque de cosmétiques. Euh, Pierre Fabre, c'était un pharmacien, donc il a monté toute une grosse compagnie donc, dans le sud-ouest de la France. Bon, maintenant, il est décédé, mais c'est vrai qu'il a toujours adoré la botanique et donc il a un jardin privé et des serres tropicales où il y a des collections d'orchidées, de beaucoup de plantes et donc
On va là-bas rencontrer des gens, d'abord des gens qui travaillent dans la recherche privée sur la botanique tropicale, mais on va aussi rencontrer des gens qui en fait se sont confrontés très tôt aux problèmes enfin, en tout cas aux nouvelles lois sur Nagoya, sur les protocoles d'exportation, et du coup des solutions rencontrées pour faire une production durable de plantes. Donc c'est le côté durable aussi qui ressort dans ces discussions. Et donc, dans ce module de biodiversité tropicale, ce qui me semblait essentiel, c'était aussi de parler des changements qui affectent la forêt aujourd'hui. Et en fait, bah, quand on regarde les écosystèmes tropicaux, c'est aussi bah, l'endroit où on a le plus de monde. On a une densité de population très forte, on a une densité d'agriculteurs aussi très forte, donc c'était essentiel pour moi de parler d'agriculture, alors qu'on n'est pas dans des formations qui sont très agricoles, hein. Les masters d'écologie, c'est plutôt plus théorique et plus écosystème naturel avec des guillemets. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'interface. Et c'est vrai que le café, c'est une forme d'interface parce que c'est des plantes pérennes, mais où d'autres plantes peuvent s'inviter. On a le café d'ombre qui est effectivement une mouvance intéressante. Il y a des retours sur la diversité avec en Éthiopie la recherche de variétés anciennes. Et donc, il y a des choses qui sont un peu similaires effectivement à ce qui se passe sur les vignes, qui sont aussi des plantes pérennes, où du coup, on n'a quand même pas la même mentalité que sur de l'agriculture Ouais. monoclonale, là. Donc, Ouais, ouais. juste pour ceux qui savent pas, encore une fois, en fait, qu'est-ce que tu appelles par plante pérenne et Ah, justement, pardon. Bah, une plante pérenne, c'est une plante qui vit plusieurs années, donc par opposition à des plantes annuelles. Donc par exemple, le blé est une plante annuelle, il faut en ressemer tous les ans, et on a tendance à faire un champ où on n'a que du blé. Une plante pérenne, c'est quelque chose qui prend plus de place, ça va être le café, la vigne, un pommier. Et comme on a de la place, en fait, on a forcément des invités dans les rangs de vigne ou dans les rangs de café. Donc ça peut être des invités sauvages, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais ça peut être aussi des choses qu'on va coplanter. Donc ça peut être de la cardamone à certains endroits, ça peut être d'autres arbustes, ça peut être des arbustes qui vont apporter de l'ombre. Voilà, sur la vigne, on voit de la coplantation bananier-vigne, par exemple à Tahiti. Donc, ah ouais, 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 il y a des trucs rigolos à Tahiti ou à Bornéo, de ça façon alors. traditionnelle. Ouais. Et d'ailleurs, je connaissais pas le terme invité, mais j'aime bien en fait. On invite d'autres espèces de plantes dans la culture. Ouais, bah en fait, non, invité, ça s'utilise pas beaucoup, mais c'est parce que j'ai décidé, ouais, je te le dis en, en premier, j'ai décidé qu'il fallait que j'écrive un bouquin sur les plantes invitées de la vigne. Voilà. Ok, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est Voilà. le grand Donc scoop c'est. là. Voilà. Et en fait, et j'oubliais de dire invité. Ouais. Euh, voilà. Parce qu'il y a compagne, il y a plein de choses, mais je trouvais que invitation, ça correspondait au côté convivial de la vigne. Et en fait, il y a quelque Ok, chose de bah tu très vois, joyeux. j'ai tiqué dessus, donc Voilà. comme quoi, Bon, c'est tu bien vois, ça, choisi. tu valides. Ouais, excellent. Ok, génial. D'accord, donc en fait, et comment réagissent ces étudiants alors par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu leur enseignes exactement avec le café alors? Alors il y a plusieurs choses dans cette dégustation qui passe. Donc il y a le fait de parler du café. En soi, ça, je pense que c'est important parce que pour eux, c'est un produit quotidien. Et en fait, bon, ils sont étudiants, hein. C'est vrai que c'est une époque où on n'a pas forcément un Ouais. budget très, très, Ils très... sont plutôt profanes en fait. Ils n'ont pas goûté encore à des très Voilà, bons cafés ni à des très bons vins, j'imagine, sauf si non. ils ont de la famille là-dedans, quoi. Voilà, donc ils ont pas encore trop fait attention, ça c'est vrai. Donc il y a ça, et ils ont souvent pas trop fait le lien entre le quotidien et la science. Voilà, pour eux c'est des choses très différentes. Donc effectivement là, de prendre un produit du quotidien et de voir que en dégustant avec un moment convivial, bah, en fait on apprend des tas de choses et ça n'empêche pas d'y glisser de la science. C'est quelque chose qui marque beaucoup. Il y a aussi le fait de parler des gens qui font le café, de quel métier il y a, du métier de barista. Enfin, j'en parle pas beaucoup, mais quand même, ça me paraît important parce que même en science, on a souvent, même si on cite les gens dont on les articles, c'est juste des noms, c'est anonyme. Et pour des étudiants, je ne sais pas encore quel métier ils vont faire, hein. Ça peut être des scientifiques, mais c'est pas que des scientifiques. Je pense que c'est important de voir déjà une diversité de métiers et de voir qu'on peut avoir une approche scientifique même en dehors des instituts. Ça me paraît important. C'est quelque chose
qui me marque parce que voilà, j'ai plein de copains qui sont pas forcément dans les instituts et qui ont une démarche scientifique, par exemple toi. Ouais. Bon, Voilà, après, je triche parce que j'ai un passé quand même de sciences. voilà. Mais de toute façon, tous les geeks, quoi qu'il arrive, ils ont un côté scientifique. Voilà, et effectivement, je pense que ça, c'est important pour mes étudiants. Et ensuite, c'est vrai que je glisse un peu de dessin dans ces dégustations, dans ces moments, bon, pas seulement pour le café, mais je glisse des dessins dans les cours. Et pour moi, ça me paraît aussi essentiel que les étudiants acceptent aussi, enfin, ils acceptent un peu ma part sensible, mais ils acceptent aussi la leur. Et donc, parmi les beaux témoignages que j'ai, c'est par exemple des étudiants qui vont, dans leur présentation de poster ou de projet à la fin du module, intégrer leur dessin, intégrer des schémas, des statistiques, enfin tout ce qu'il faut pour être béton au niveau scientifique, mais aussi une part de sensible, une part d'eux-mêmes. Je pense que moi, pendant mes études, j'ai renié ça et donc du coup, je fais le contraire. Je montre aux étudiants que c'est important et que c'est aussi comme ça qu'on se dessine une carrière. En s'acceptant. Donc voilà, Ah, il y a tout ça qui passe. tu veux dire quoi, par exemple, en fait, c'est quoi cette part de sensibilité qu'ils mettent sur leur poster ou leur... Ben, c'est tout simplement de montrer par exemple qu'ils dessinent. Enfin, tu vois, ça c'est quelque chose. Enfin, en général, on met pas ça sur une présentation. On met un schéma avec des boîtes, des flèches. Voilà, on met pas de dessin. Et en fait, alors même que je trouve que il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qui passent par un dessin. Il y a des tas de mouvements. Par exemple, je pense à Sketch Your Science qui remettent le dessin, le schéma en tout cas au bout du jour. Alors pas seulement en écologie ou en botanique, hein, mais globalement en sciences, en montrant que c'est une façon d'interpréter les résultats, que ça demande un formalisme intéressant, et qu'effectivement, un peu comme Montessori, si on y met des couleurs, il y a quelque chose qui passe en communication, qui est pas que du verbal. Donc moi, je m'inspire de tout ça. Il se trouve que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je vois euh, même en botanique, hein, dans l'apprentissage de la botanique, on diminue actuellement le poids du dessin pour la photo rapide et compagnie, mais bon, il y a des tas de choses qui sortent qui montrent qu'on n'observe pas de la même façon, on ne s'attache pas de la même façon. Voilà, enfin, je peux vous en parler, j'écris Ouais, aussi là-dessus, mais c'est super ouais. intéressant. Mais alors, du coup, alors, on peut reprendre deux ou trois choses. Parce que tu disais, c'est important aussi, en fait, dans la botanique. Clairement, le dessin a une place essentielle dans la description des plantes. Et surtout, maintenant, on est passé à l'analyse génétique et des choses comme ça. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en fait, justement, la place du dessin dans la botanique, comme ça l'était pour l'anatomie au final, Ouais. mais pour Bah, les plantes? ouais, la place du dessin, elle a quand même été mise à mal un peu. On s'aperçoit que ce qui définit vraiment les plantes, c'est le binôme latin quand même fondé par Linné à la fin du XVIIe, là. Et en fait, Linné n'aimait pas dessiner. Enfin, il y a quand même quelques botanistes qui ont fait ce qu'est la botanique aujourd'hui, qui n'aimaient pas forcément dessiner. Et donc, on a eu beaucoup plutôt de descriptions verbales. Voilà. Après, souvent, les dessins accompagnent. On a eu plein de curés, je pense à Bonnier et compagnie, qui ont dessiné les plantes, mais souvent seulement par quelques détails très précis. Donc après, il y a toute une école, hein, quand même sur la botanique avec des schémas en noir et blanc. C'est pas du tout ce que je fais, hein. Moi, je suis pas là-dedans. Voilà. Et ça s'est quand même un peu perdu. C'est-à-dire qu'on a eu une façon de plus en plus schématique de dessiner les plantes. Euh, voilà, très cadré. Et en fait, là où par contre le dessin a gardé une importance dans la botanique, c'est peut-être en ethnobotanique, dans le domaine de l'ethnologie, de la sociologie, de l'anthropologie. Il y a une classe du dessin qui est restée importante dans le croquis, dans la prise de notes. Et donc, si actuellement en botanique, effectivement, c'est devenu très schématique, on s'aperçoit que dans d'autres domaines, il y a encore une part importante de la touche personnelle dans la façon de dessiner. Et on a des trucs assez étonnants qui sortent, je pense aux travaux de Brunois dans les années 2004, qui montraient que par le dessin, on voyait comment vraiment les gens on voyait qu'il y avait plus que le schéma. Par exemple, au lieu de dessiner seulement une plante, ben, on va voir la plante et les marques de prédation qu'elle peut avoir ou les marques de cueillette. Et du coup, on apprend des choses parce qu'on observe vraiment. On ne fait pas seulement aller chercher des indices, tac, 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 qui sont bien définis à l'avance. Et donc, c'est là-dessus, effectivement, que je trouve qu'il y a il y a des choses intéressantes. Et par exemple, récemment en Argentine, j'ai eu l'occasion de faire des visites de biodiversité en milieu urbain.
Donc ça, c'est quelque chose côté enseignement qui me plaît beaucoup. Mais j'y fais dessiner des étudiants. Et en fait, par le dessin, on s'aperçoit qu'on arrive à reconstituer tout un réseau écologique parce qu'en fait, on voit les interactions. Si on regardait que les plantes, on les verrait pas. Surtout si on faisait que schématiser, mais parce que on va prendre ce temps et aussi s'autoriser la liberté d'aller chercher plus que ce qu'on veut observer par le dessin. Finalement, on va décrypter voilà, d'autres interactions. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Tu aurais un exemple, par exemple, qui t'a frappé? Typiquement, les marques de prédation ou les taches sur les champignons, enfin les taches de champignons qu'on voit sur les feuilles. Voilà, donc typiquement, on a toujours l'impression que les enfants dessinent des fleurs avec 5 pétales ou des marguerites. Donc, bon, là, c'était avec des enfants voilà, autour de 14 ans à Buenos Aires. Et en fait, on s'est aperçu que ils avaient très vite des questions sur les maladies, en tout cas sur ce que signifiait voilà, ces présences de champignons sur les plantes. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est pas si évident à comprendre que voilà, une plante, c'est aussi une interaction avec d'autres organismes. Et voilà. Ou alors, par exemple, une feuille qui est enroulée et on voit qu'en fait, il y avait la trace d'une ancienne chenille, elle manquait plus là, mais on sait qu'elle était là parce qu'elle a enroulé la feuille. Tu vois, des choses comme ça. Ouais. Et ça, si on fait des schémas, on les voit pas. Ouais. Oui, les schémas où on voit une plante typique, mais sans aucun problème Ouais, dessus, quoi, forcément. voilà. Ok, ok. Et alors, tu parlais aussi tout à l'heure d'un mouvement, c'est ça, qui s'appelle Sketch for Science, donc Sketch. Ouais, qui ouais. veut promouvoir en fait l'utilisation de dessins dans les articles scientifiques, c'est ça? Alors, pas forcément dans les articles, c'est un peu pédagogie, c'est aussi congrès, dans les congrès. C'est Sketch Your Science. Bon, il y a tout un site, hein. Science. Et donc, ils ont commencé, moi je les ai vus à des conférences d'écologie, où en fait ils proposent de prendre des notes sous forme de schémas pendant les congrès, de façon à faire un peu des comptes rendus de congrès. Hmm. Il y a ça, il y a sous forme d'atelier, voilà, d'essayer de voir comment. En fait, il y a toute une gradation du dessin observation au dessin analyse, et du coup, comment est-ce qu'on peut utiliser le dessin sur euh, avec toutes ces nuances. Euh, et donc, ça, je trouve que c'est assez inspirant. Après, ça a été pas mal. Orienté par des physiciens, des gens qui sont sur les formules et qui essayent de relier graphes, formules et compagnie. C'est vrai qu'il y a un peu de biologie dedans, mais ouais, c'est moins écologique. Après, donc ça, c'est la partie. Euh, donc, les scientifiques s'intéressent au dessin, mais il y a des tas de choses. Il y a des trucs qui sont des années Deleuze et compagnie, là, des années 70, où au contraire, les artistes se sont intéressés à l'écologie. Et ça, par contre, c'est une littérature plus ancienne, mais il y a plein de choses aussi intéressantes. Je discutais récemment avec des collègues qui sont aux Beaux-Arts et qui s'intéressent justement à tout ce qui est visualisation des processus et compagnie, changement d'échelle. On s'aperçoit qu'on peut aller vers la perception, en tout cas, de. Voilà, le changement d'échelle, c'est quelque chose d'assez important en écologie, dans les recherches d'indicateurs. Et en fait, dans le design, dans le dessin, il y a plein de choses qui sont, voilà, qui vont accompagner ça, en tout cas essayer de le matérialiser. Ça Donc, va effectivement dans les deux sens, ouais. Enfin, ouais, comme ouais, tu ouais, disais, ouais. l'art peut venir à la science comme l'art a besoin comme la science a besoin de l'art Ouais. parfois. Mm. C'est très intéressant. Et en fait, bah, finalement, toi, tu es complètement là-dedans, en fait, parce que donc tu as ces deux domaines qui sont vraiment importants dans ta vie, je pense. Enfin, l'aspect Mm. scientifique et puis l'aspect analyse sensorielle dans toutes tes aventures gastronomiques, en fait. Mm. Et bah, peut-être c'est un bon moment pour montrer une petite collection que tu nous as faite de Ah, dessins. ok. Je te laisse partager, ouais. Ouais, c'est moi qui ai le document, donc Ouais. je vais le partager, Je vais effectivement. voir ceux sur lesquels on va s'attarder un peu plus. Du coup, Oui. pour Solange et Régine, là, c'était un petit peu le cheminement qui m'a amené effectivement à déguster du café. Donc j'ai mis le café en dernier, mais donc ça, bon, par exemple, c'est juste un petit dessin synthétique. Ce que j'aime aussi avec le dessin, c'est qu'on peut tout mettre en un résumé. Bon, ça, c'était un voyage en Algarve où il y avait voilà, des plateaux de poissons absolument incroyables au marché aux poissons à Faro, à Tavira, pardon. Donc, bon, là, c'était un exemple. C'est vrai qu'au début, ma prise de notes, elle était pour me souvenir, le fameux saudade. Voilà. Donc là, par exemple, sur les poissons, on peut passer. Euh, Ah, pardon. ouais, je te laisse passer. Voilà, sur le poisson, les paysages. Là, par exemple, c'est un mélange.
d'observation voilà, des petites rues à Faro et en même temps de l'arrivée en avion sur Faro qui était absolument incroyable avec ce delta et puis les petites îles de sable. Donc voilà, donc ça c'est au départ ma prise de notes, un peu Et ce de que j'aime réel. bien, parce que tu parlais de changement d'échelle, alors je sais pas si c'est, mais en fait, dans tes dessins, il y a ça aussi, en fait, c'est que tu peux vraiment avoir une vue d'ensemble, comme tu disais, l'arrivée en avion, et puis après, en fait, tu peux mettre des détails très précis, finalement, de tes expériences. Ouais, effectivement, là, bon, par exemple, il y a même les fèves là, des jacarandas. Mm. Ouais, ouais. Bah après, à ce niveau-là, c'est vrai que j'ai une façon peut-être un peu japonaise en mettant tout en 2D, de dessiner ouais, de façon intuitive. Là, et ensuite, voilà, le dessin, il est devenu moment. Voilà, donc là, par exemple, typiquement, c'est le moment de déguster des homards, d'aller les chercher, de les partager avec la famille de mon ami Nat en Bretagne. Donc, voilà, ça c'est typiquement un moment. Donc ça mélange un peu de vin et quelques bouteilles ouvertes là. Et puis un homard et des jeux de pétanque. Donc ça c'est typiquement un moment. Mm. Et ensuite, c'est vrai que derrière ces moments, petit à petit, j'ai glissé en fait des détails sur aussi des goûts sauvages que j'allais chercher. Alors ça vient effectivement de l'observation des plantes, hein, c'est très lié aux plantes sauvages. Donc là, bon, ça c'est juste une planche sur des plantes d'Algarve encore. Au départ, c'était de la prise de notes purement sur les plantes. Et puis petit à petit, ça devient de la prise de notes sur les plantes qui se mangent, qui se goûtent. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai énormément développé à Gaillac. La cueillette, enfin, je connaissais déjà de Montpellier, hein, c'est quelque chose que j'ai découvert par les bouquins et que j'adore en fait. Cueillir, trouver des goûts dans le sauvage. Donc là typiquement, c'était sur les bords du Tarn avec plein de moutarde et des pulmonaires. Et là, je dois dire, parce que j'ai eu la chance de vivre ça, en fait, avec elle. Donc, je suis parti en cueillette avec Mélanie, et puis clairement, on s'est fait une salade entière avec différentes plantes, des tisanes, des infusions, enfin, en gros, bon, on a fait des boissons gazeuses. Enfin, finalement, en fait, on pourrait vivre clairement si on avait la connaissance. Et certaines personnes l'ont encore ou sont en train de se recréer cette connaissance grâce au livre. Mais il y a tant à cueillir et à aller chercher dans la nature directement. En gros, on a perdu cette connaissance-là quand même. Mm. Ouais, ben ça c'est autre chose qui me marque énormément, hein. Bah, cette perte, elle est récente en même temps. Alors pour en parler avec des collègues, je pense avec Guillaume Odon, là, à mon copain aussi, c'est une perte récente liée aussi voilà, à notre déconnexion de la nature, mais aussi à notre usage différent aussi de l'alimentation. Toutes ces plantes, c'était des plantes d'hiver en fait, c'était nos vitamines en hiver. Aujourd'hui, on a les agrumes, on a des compléments alimentaires ou je ne sais quoi, mais on n'y pense plus. Euh. Pour moi, ce qui est important, par exemple, c'est dans les salades sauvages, c'est de penser qu'elles se consomment euh, pas du tout en été de façon fraîche. Par exemple, la pâquerette, c'est parce que ça se consommait à Pâques, tout Hmm. simplement. Et c'était bon jusqu'à Pâques, après, c'est les plus bons. Et c'est pareil pour les pissenlits, on les cueille tôt. Et donc, tout ça, c'est des pratiques hivernales. Et moi, j'adore ces balades hivernales. Celle-ci est en hiver, on voit qu'il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Euh, En fait, il y a plein de trésors. Et alors que c'est pas un moment que les gens choisissent nécessairement pour aller promener. Et effectivement, on peut voir la saison directement sur ton dessin parce que tu as ce grand angle au départ, en fait, et on sait que du coup, on peut trouver ces plantes-là en hiver. Mm. Et encore une fois, en fait, tu pourrais partager cette image-là et la personne qui voit ça, en fait, est non seulement inspirée, mais apprend, en fait, et pourrait elle-même aller explorer pour voir si elle peut retrouver les mêmes choses et être rassurée parce qu'elle n'aurait pas besoin d'aller chez un pharmacien, parce qu'on dit qu'on peut aller chez le pharmacien, mais je ne sais pas si c'est une réalité, pour consommer ces choses-là. Mm. Ouais. Après, la pharmacie, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, la botanique, ça reste quand même assez important en pharmacie. Sur les champignons, un peu moins, là. Disons que, il y a des excellentes formations dans les facs de pharma, mais pas partout. Et donc, du coup, c'est vrai que les pharmaciens sont pas forcément si bien formés aujourd'hui. Euh, mais oui, enfin, en tout cas, ça donne une idée des noms. Après, c'est vrai que j'ai pas fait non plus des gravures extrêmement précises. Donc, il y a les détails qu'il faut, les feuilles opposées, il y a les détails
qui font qu'on peut reconnaître. Après, c'est toujours intéressant d'aller poursuivre, en tout cas, Ouais. la, un peu d'analyse. Après, ces dessins, moi, souvent, moi, ceux-là, je les ai donnés, je les donne aux copains. Souvent, ça fait un souvenir. Moi, je sais que je me souviendrai des plantes, mais je sais que pour les copains, c'est comme ça qu'ils vont se souvenir petit à petit de la moutarde, là, de la foliade du peuplier qui poussait en sortie d'hiver, par exemple. Alors, ça n'a rien à voir, je fais une petite aparté, mais en fait, ma mère m'a amené dans un coin, dans une rue à côté de chez elle, où du trottoir, en fait, il y avait de la moutarde, donc sauvage, et à côté, il y avait du blé qui avait poussé, en fait, je ne sais où. Mais comme quoi, effectivement, donc tu parlais de sorties citadines et des choses qu'on peut voir dans la ville déjà, et qui, si on sait reconnaître ces plantes-là, en fait, ça donne une autre dimension, forcément. Mm. Ouais. Oui, alors ça, c'est vrai on en discute beaucoup. Enfin, il y a plein de choses qui sortent là sur la biodiversité en milieu urbain. Moi, je trouve que c'est un territoire pédagogique parce qu'on ne sait pas effectivement en termes d'alimentation quand même, il y a un peu d'accumulation de métaux lourds. C'est pas si propre que ça. Mais par contre, c'est un lieu où apprendre. Déjà, si moi, je me dis si on passe tous les jours devant la moutarde, ben, on se la met dans l'œil et puis le jour où on en trouve dans un coin peut-être plus forestier, plus loin, en tout cas des sources de pollution, eh bien on peut l'accueillir, au moins on la reconnaît. Donc c'est plus sur voilà, le voisinage avec les plantes qu'on peut petit à petit retrouver une envie d'apprendre et ensuite de cueillir avec parcimonie quand même. Mais, Ouais. Ok. Donc voilà, quelques autres exemples. Bon, là, cette fois-ci, c'est en forêt, c'est plutôt à l'automne, donc on retrouve les salades automnales encore. Donc bon, on voit d'autres espèces. Bon, il y a de l'ail, il y a du calaminthe, il y a plein de choses. Bon, ça, c'est dans la forêt de Sivins, pour ceux qui ont suivi les conflits il y a quelques années. Voilà, donc idem, c'était suite à une sortie avec les amis. Voilà, j'ai voulu dessiner ça. Après, j'ai dû la poster ou l'offrir, en tout cas, de façon à mémoriser un peu. Euh, Moi, ça me fait mes petites notes aussi, de savoir ce qui poussait, plutôt que d'avoir des listes d'espèces, ça se partage un peu plus. Ouais. Ouais. Donc, mais, comme ça, tu te fais ton petit catalogue personnel et tu peux mettre les lieux pour t'en rappeler. Mais ça, alors, ceci dit, parce que pour en avoir fait l'achat cet été, donc il y a des livres hein, quand même qui existent sur les plantes comestibles. Donc ça fait, c'est quand même une belle référence et on peut quand même en acheter un et puis aller en forêt avec. Hein, c'est bien aussi. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est vrai que les bouquins, de toute façon, il y en a pléthore hein, de livres sur la botanique. Ça, c'est clair. Moi, ce que je trouve euh, important, enfin, et toi, le manque que j'essaie de combler, c'est un peu d'avoir le regard sur les salades. Parce que, effectivement, bon, ça paraît anodin, mais les livres de botanique sont souvent centrés sur les fleurs. Or, les salades, typiquement les pissenlits et compagnie, vont changer de morphologie ou de physiologie au moment de la floraison. Et donc, du coup, on a souvent une reconnaissance des fleurs à un moment où elles sont plus consommables, en fait. Et c'est vrai que des bouquins sur les salades, j'en reconnais pas beaucoup. Il y a l'INRA qui a quelques livres sur la reconnaissance des adventices des cultures à des jeunes stades. Il y a les salades sauvages des écologistes de Leuzière, mais finalement, c'est méditerranéen, c'est agricole, c'est pas forcément pour tous les milieux. Or, c'est le moment où on peut consommer beaucoup d'espèces. Et puis, c'est aussi l'hiver. Et donc, pouvoir faire de la botanique en hiver, c'est pas si évident. Donc, par Hmm. exemple, nous, nos modules de botanique avec les étudiants, c'est au printemps, quand il y a des fleurs. Voilà, on ne pense pas faire des sorties en hiver, alors qu'en fait, on peut apprendre beaucoup de choses sur la vie des plantes en hiver. Par exemple, dans les vignobles, les plantes en hiver ont un rôle hyper important de réduction de l'érosion, effectivement de repos de la terre, mais aussi de protection. Et du coup, c'est en hiver qu'on voit l'importance de ces plantes, plus qu'en été où le travail du sol est plus important, où on va les voir disparaître ou alors couper. Mhm. Ah, super intéressant. Voilà, donc bon, j'avais mis celle-ci, mais c'est vrai que quand c'est très grand, on voit moins bien. Bon, à droite, il y a un peu des plantes, voilà, des vignobles de Gaillac, et c'est le début de la vie à Gaillac. Donc là, il y avait cette espèce d'explosion découverte des goûts, des vins, du marché, des gens, des copains, de la ville et de son histoire. Donc là, ça fourmille de souvenirs. Bon, tout ça, c'était une grande illustration que j'avais produite là. Il y a un peu ma maison aussi à gauche. Donc, il y a un peu Et les vignobles au fond. Ouais. des vignobles. Ça, c'était un peu l'explosion de découverte. Hmm.
Et ensuite, voilà, encore des comptes rendus. Alors, petit à petit, j'ai remis un peu des champignons. J'ai mis celui-ci parce qu'il y a un peu des champignons. Donc, c'est aussi un peu mon expertise dans le boulot. Là, c'est un dessin sur le terrain avec mon ancienne étudiante en thèse, Mélissande, où il y avait, en plus des champignons qu'on étudiait, enfin surtout des racines de sapin, il y avait une multitude de plantes consommables pour faire des tisanes. Je pense au thé du Labrador et des choses comme ça, au Golteri. Voilà, donc ça, c'est des à côté de la science, typiquement. On faisait notre boulot, mais le soir, moi, je dessine. Et c'est vrai que c'est des dessins. Souvent, je les offre aux collègues et tout ça. Ça fait des chouettes souvenirs. Et donc, par exemple, à la station du lac du Parquet, là où je travaille en partie au Québec, il y a, il y a une expo permanente. En gros, il y a des dessins un peu partout. C'est vrai que ça consolide un certain attachement aussi au lieu. Bah oui, Mm. clairement, ouais. Alors, il y a une chose, alors, parce que je suis en train d'y penser, parce que tu utilises les dessins pour le lieu, la mémoire, les personnes, les choses que tu as pu cueillir ou goûter. Et donc, parfois, en fait, certaines notes, tu vas les reproduire aussi en dessin. Mais l'effet physiologique, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà mis en dessin? Parce que bon, après, donc forcément, l'effet physiologique du café, on le connaît. Donc, tout le monde ne connaît pas forcément tous les effets physiologiques donc sur nous-mêmes, hein, en ingestion de toutes les plantes que tu peux déguster parce que tu as une certaine connaissance maintenant. Est-ce que tu le mets parfois en dessin? Euh, Pas forcément, non. C'est vrai que non, pas forcément. Peut-être la détente ou la joie ou c'est peut-être quelque chose qui va parler à travers les couleurs, si c'est excitant, exaltant ou si c'est. Mais effectivement, non. C'est pas quelque chose. Ouais, non. C'est un bon point. C'est pas quelque chose auquel je pense. Non, mais peut-être, C'est. comme tu dis, inconsciemment avec les couleurs que tu utilises, hein, Mm, finalement. Donc, peut-être ouais, qu'avec le ouais, café, tu vas utiliser plus de couleurs chaleureuses au final, ouais. peut-être. Ouais, ouais, je dirais que c'est dans le choix des couleurs qu'il y a quelque chose qui est du ressenti. Mm. Mhm. Donc, voilà, après, du coup, c'était pour parler un peu de champignons et d'illustration. En fait, je crois que ce que j'aime beaucoup, c'est illustrer, raconter des histoires un peu. Et donc là, j'avais fait une petite série de cartes postales pour la famille où les champignons racontaient où ils se trouvaient et comment on les cuisinait. Bon, bah, c'était un petit délire, hein, mais voilà, c'était pour vous montrer voilà, d'autres illustrations avec les champignons au centre. Voilà, voilà, le pied bleu, typiquement. Qui raconte qu'on les trouve dans les bois l'automne, la Russule charbonnière. Qu'est-ce que j'avais mis? Bon, j'en ai toute une série comme ça. Bon, ça, c'est des petites séries de dessins que je m'étais fait. Euh, j'aime bien, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait. Constituer la mise en page, ça vient tout seul, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Donc voilà, ça c'était ma C'est série très lisible. champignons. Je trouve ça très lisible à chaque fois, en fait. Vraiment, il y a comme des étages comme ça mais c'est très facile à lire, entre guillemets. Hmm. Écoute, j'avoue que j'y pense jamais trop. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Bon, ça se voit pas, mais je fais toujours mes premiers traits à langue de Chine. Donc c'est toujours un peu, il y a de noir. Des fois, il faudrait que je m'en sépare un peu, mais j'ai du mal. Et, et en même temps, ça me sert de cadre, et en même temps, m'empêche de faire un brouillon. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du one shot. Il n'y a qu'un essai qui me plaît, qui crée une certaine tension, mais aussi précision. Et du coup, attention. Et en fait, typiquement, depuis que je dessine plus, je fais plus attention aussi quand je déguste. Donc, par exemple, je dessine toujours a posteriori. En général, je dessine le lendemain. J'ai jamais mes dessins avec moi. Et en fait, je dessine pas très bien sur le moment. En général, j'ai trop de détails, trop de choses. Et c'est vrai que le recul de la nuit me fait toujours du bien. Et quand je déguste un bon vin, je me dis, ah tiens, qu'est-ce que j'en retiendrai? Donc j'y pense quand même un peu quand je déguste. Euh, et du coup, le lendemain, j'ai plaisir à, d'une part, revivre un peu le moment et ensuite ne garder que l'essentiel. Donc c'est un peu comme ça que ça se construit. Et voilà. Et donc là, par exemple, on avait quand même bien bu, mais j'ai essayé de me souvenir de ce qu'on avait dégusté. C'était dans un petit bar à vin que j'aimais bien, qui a fermé là chez Gilbert, euh, avec Gérard, Luc, Lélia, là, des copains qui travaillent aussi sur les paysages. Et donc on avait dégusté de chouettes vins et j'ai voulu en garder un mémoire. Donc là, après le dessin, je crois que c'est Gilbert qui l'a. Enfin, j'en ai une copie dans ma maison, mais voilà.
C'est chouette. Et donc, Voilà. on commence déjà à voir certaines notes, en fait, qui sont attribuées à chacun des vins. Oui, donc bah, disons que ce qui commence à apparaître, c'est que l'image, en fait, plutôt que de mettre des mots, petit à petit, je mets juste des images de ce que ça m'évoque. Donc après, effectivement, ces portraits, ils décrivent le vin, mais aussi les vignerons. Donc là, par exemple, c'est c'est issu d'une rencontre avec un couple, hein, dont Luc Bauer, c'est des amis de mon amie Mathilde, enfin bref, tout un réseau, et il nous avait fait déguster son Altesse, ce qui m'a transportée devant ses falaises, ses vignes. Voilà, donc j'ai peint un petit peu voilà, ce voyage olfactif avec cette Altesse aux notes de fenouil, d'acacia, de poire. Et petit à petit, voilà, c'est vrai que les repères visuels vont remplacer les mots et en fait parlent très vite. Mhm. Voilà, et en fait petit à petit, donc j'accumule des portraits de vignerons. Alors autour de moi, bon après ça dépend quand j'ai le temps, hein, c'est vrai que je passe ça. Mais c'est souvent des gens qui me marquent. Donc là, par exemple, on est passé avec mon copain François dans un vignoble au milieu des érablières au Canada, à 600 km au nord de Montréal, là, au vignoble Spirit Léonard, où on a été reçus et puis découvert des vins entourés de forêts mixtes, avec des conifères, des bouleaux. Moi, j'étais complètement folle, là, c'était assez étonnant. Voilà, on a dégusté des vins qui avaient ces arômes un peu d'épinettes, là, d'épinettes noires, comme Ah j'aime oui. bien. Parce que je suis à moitié québécoise, donc c'est le côté attachement au Québec. Mais effectivement, c'est quelque chose que voilà, j'aime bien peindre ces petits portraits. Voilà, ça c'est en voyage et il y a les goûts, il y a le vin, il y a le paysage, il y a la vigneronne, il y a tout. Voilà, et donc petit à petit, c'est vrai que je l'ai un peu mentionné, là, cette envie de partager, voilà, elle a, elle a, elle a dépassé mes carnets, mes cartons à la maison, et donc j'ai un peu plus utilisé mes dessins, notamment dans l'organisation de dégustation, d'œnologie, alors, en dehors des cours, du coup, là c'était à l'université aussi, mais c'était plus pour la partie sociale de l'université. Et donc, ça me permettait, le dessin me permettait, alors pas pendant forcément la dégustation, mais souvent le lendemain après la dégustation, d'envoyer un petit compte-rendu à mes dégustateurs en leur disant, bah voilà ce qu'on a dégusté, avec une petite fiche avec les prix, un peu d'où ça vient, tout ça, mais il y avait le dessin qui synthétisait ce qu'on avait dégusté. Et ça a toujours plu. Après, j'ai pas toujours pris le temps de le faire, mais souvent voilà, pour moi, ça synthétisait bien. Donc là, par exemple, c'était sur le cépage Mosaque avec différents Mosaques de Gaillac. Et voilà, ça a pu nous transporter dans d'autres régions, donc par exemple dans le Beaujolais. Et là, on voit apparaître d'autres éléments. Donc il y a un peu les notes de dégustation sur la droite avec ce qu'on a dégusté, les vins qui morgonnent, et puis un peu la géographie, là, les 11 appellations du Beaujolais. Enfin, j'essaye d'y caser un peu de ce qu'on y raconte pendant nos dégustations. Donc là, par exemple, on a parlé de la macération carbonique. Donc voilà, il y a un petit schéma sur la macération. Donc c'est plus des pistes, hein, ça explique pas tout. Mais moi, ce que je me dis, c'est que quand ça donne un détail, on mémorise tout le reste. Donc voilà, c'est des pistes de mémorisation pour refaire le lien entre la dégustation, le moment convivial, ce qu'on y apprend et ce qu'on y goûte. Mhm. Et je pense que les gens là qui sont en train de regarder ça et t'écouter, en fait, ils commencent vraiment à s'imaginer ce qu'ils pourraient faire avec le café. Et moi, à chaque fois, ça me fait ça forcément. Donc, il faut un peu de créativité, d'imagination. Mais en fait, c'est vrai que quand tu vois, par exemple, dans ce dessin-là, tout ce que tu as pu mettre dedans, et pourtant, moi, je trouve ça encore lisible. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et on pourrait vraiment s'inspirer de ça dans le café, clairement. Mm. Ouais, ouais. Bah écoute, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, ouais. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Et encore une fois, en fait, bon, on va pas passer trop de temps dessus, en fait, mais quand tu parlais mais là, on voit dans le coin en bas à gauche, là, la macération carbonique. Encore une fois, on voit les parallèles qui se font de plus en plus entre le vin et le café aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui viennent du monde du vin et qui sont venus proposer de nouvelles façons de traiter les cerises après la cueillette, ce qui n'existait pas avant dans le café. Donc la macération carbonique, pardon, c'est quelque chose qui est devenu
pas à la mode, mais en tout cas, c'est une nouvelle façon de faire les choses qui n'existaient pas avant. Donc, tandis que dans le vin, c'est quelque chose qui est relativement, je sais pas de quand ça date, mais ça fait un moment que ça existe en tout cas. Oui, après, bah, de toute façon, les primeurs, c'est quelque chose. Bon, on ne saurait pas trop les dater. Mais effectivement, bon, ça a été de toute façon propagé avec les Beaujolais nouveaux, ça fait une cinquantaine d'années, je pense qu'ils en font, qui sont des façons de faire du vin au départ. Voilà, on fait un peu des bourrus, des vins qui sont à peine sortis de la cuve. Finalement, maintenant, ça s'accompagne aussi de sélection de levures qui sont particulièrement adaptées, donc il y a des goûts un peu plus formatés. Mais en soi, effectivement, c'est quelque chose de très simple, hein. Le but, c'est de faire un vin en à peine 3 semaines. Et en pressant peu, donc on extrait peu les tanins, mais par contre on joue sur d'autres arômes et les levures, ils jouent un rôle hyper important parce que c'est leurs arômes qu'on va sentir de façon prédominante. Euh, voilà, et donc ça permet voilà, de faire du vin rapidement avant l'hiver et puis en même temps ça peut aussi permettre de faire un vin pas trop alcoolisé quand il y a trop de matière dans le vin. Donc c'est quelque chose qu'on voit effectivement même en dehors du Beaujolais aujourd'hui. Ouais. Et puis, enfin, et ce discours-là, en fait, je pense pour les puristes, hein, ça fait un peu peur hein, au niveau du café parce qu'on a vraiment plus envie de goûter le terroir, la variété, le produit pur, plutôt que se dire que ce qu'on goûte, c'est une levure qui a été Ouais, rajoutée ou une technique en particulier qui donne un ouais. goût qui est relativement homogène finalement. Mm. Bah, c'est la critique qu'il y a de toute façon, sur la macération carbonique, hein. C'est effectivement qu'on ne goûte plus le terroir. En même temps, faut voir comment sont sélectionnées les levures, hein. Il y a des terroirs microbiens, hein. Il y a des terroirs aussi en partie sur les levures. Donc toute la question, c'est voilà, est-ce qu'on travaille sur des levures indigènes, des levures sélectionnées? Bon, après, Ah, sur le café, là, c'est il y vrai a que comme. il y a du Beaujolais nouveau en vin nature, non, j'imagine. Oui, oui, oui. Ouais. Et on n'est pas obligé de sélectionner d'ajouter des levures, hein, ça c'est clair. Hmm. Ah, ben. Ok. Mm. Voilà, et donc toujours autour de ces dégustations, un peu pour familiariser avec le décryptage, en tout cas des goûts dans le vin, ce que j'avais commencé à faire, c'est des petites fiches. Alors voilà, j'en ai quelques-unes, là, des petites fiches sur voilà, des cépages. Donc l'idée, c'était de parler, par exemple, dans une dégustation où on dégustait, donc là, c'était des cépages du sud de la France. Donc j'en parle, je pose mes petites fiches sur la table, j'ai des goûts qui sont présentés, des fraises, des cerises et compagnie. On déguste, et puis on déguste à l'aveugle par exemple, et on élimine petit à petit certaines fiches. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on est capable voilà, de faire un lien entre ce qu'on goûte, ce qu'on voit, ce qu'on apprend en même temps, là, sur le vieux cépage, qui est une forme de grenache poilu en gros. Et puis voilà, on ne voit pas une grande diversité de cépages en même temps, mais petit à petit, on renforce un peu ces liens qu'on fait entre les différents types de mémoire. Et c'est vrai que les petites fiches, ben, voilà, je les ai faites euh, je le disais à Manu, pour éviter de répéter tout le temps ce qu'on ressentait, mais aussi pour avoir un repère visuel, parce que moi je l'ai, parce que je pratique ça, mais voilà, c'est pas si évident. Donc voilà, donc il y avait ces repères posés sur la table, et ça a bien marché, donc du coup je l'ai fait pour plein de dégustations, ça a donné lieu à une expo, ça dort dans les cartons parfois aussi, mais bon, effectivement, en tout cas, ça m'a semblé très pratique. Et on en avait Hmm. parlé à une dégustation de café, je me souviens, à la manufacture de tabac à Toulouse. On s'est dit, ah ouais, il faudrait faire ça sur le café. C'est Après, vrai. c'est les journées qu'ont que 24 heures, mais effectivement, en tout cas, le fait d'avoir des repères visuels quand on déguste, je pense que c'est quelque chose qui marque. Mm. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on s'attaque à différents types de mémoire, hein, forcément. Donc, si Mm. tu en parles, euh, tu vas plus accrocher les gens qui ont une mémoire auditive. Et puis là, avec tes dessins, en fait, tu vas accrocher les gens qui ont une mémoire visuelle. Et puis finalement, en Mm. fait, à force de faire jouer tous les niveaux, en fait, c'est comme ça qu'on apprend plus facilement. Mm. Et donc ça pourrait être utilisé comme outil de formation ou d'accompagnement de dégustation ou d'anti-sèche dans le vin, comme tu l'as déjà fait, mais aussi dans le café ou, Mm. ou plein d'autres choses, en fait, tout type de dégustation. Et puis, dans un sens, en fait, je pense que c'est pas non plus révolutionnaire. Ça, des gens le font déjà, en fait. Mm. Mais après, c'est une mise en page, Ouais, le type de dessin, le choix de ouais. couleur, et puis même la façon dont on le présente qui fait Mm. que ça a du succès ou pas. Ouais. Et ensuite, moi, enfin,
ce que j'aime bien transmettre, c'est plutôt donner envie de de faire sa propre prise de notes. C'est-à-dire que ça, c'est ma prise de notes sur le vin. Effectivement, elle peut se transmettre, peut s'archiver et compagnie, mais en même temps, euh, à chacun de mettre ses termes, de jouer à cet exercice-là. Donc après, ça dépend si c'est juste pour une dégustation ou ceux qui veulent vraiment apprendre, mais c'est vrai que c'est un peu ce que je conseille, c'est d'avoir sa prise de notes. Et, je pense que l'air de rien, moi, j'ai toujours, enfin, j'ai du carnet de dégustation de vin. J'ai souvent, voilà, c'était plus rapide de dessiner que d'écrire, enfin parfois. Et donc du coup, c'est un peu comme ça que ça s'est construit. Donc voilà. J'avais vu une présentation en fait de quelqu'un qui justement, pour revenir à Sketch Your Science et des choses comme ça, en fait, des gens qui font un peu des résumés par dessin de ce qui se passe dans une conférence. Ou après, il y a des gens Mm, qui font ça, qui offrent leurs services pour des entreprises, pour résumer mm, ce qui s'est passé dans une conférence interne, un séminaire mm. ou une réunion ou quelque chose comme ça. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Ça sera coupé au montage. Mais j'ai complètement perdu mon fil, alors que Ah, c'est c'était plutôt malin. pas mal. Ouais, c'est malin. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, Non, non. je me disais certainement que ça, encore une fois, on pourrait parler avec ces gens-là pour essayer de mettre en page Ouais, des différents protocoles de dégustation. Voilà. ouais, ah ouais. Hop. Bon, voilà, ça c'était un autre exemple sur le Nieluchu. On peut passer. Écoute, euh, voilà, et donc petit à petit, en tout cas, ces dessins m'ont permis aussi de commencer à partager, en tout cas, ma façon de déguster euh, assez facilement outre-Atlantique. Donc là, par exemple, c'est une dégustation où j'essaye de parler du changement climatique et de changement dans le monde du vin, avec notamment le retour au vin orange et donc à d'autres façons de faire du vin blanc façon rouge quand on a des vins qui sont trop alcoolisés et compagnie. Et donc du coup, ça j'en ai parlé à un festival sur le bout du monde et un peu le changement climatique et l'art euh, à Ushuaia, organisé par l'Alliance française. Et ça faisait 3 jours non, peut-être 5 jours que j'étais en Argentine. Je parlais pas espagnol. Bon, j'avais heureusement un traducteur et François qui était là. Mais concrètement, c'est vrai que le dessin a beaucoup plu parce que ça faisait un repère dans un monceau de nouveaux termes, l'œnologie. Voilà, là, c'était vraiment une dégustation pour novices. L'œnologie, c'est un monde et c'est vrai que d'avoir quelques repères visuels, là, c'était utile. Et donc, j'avais une série de quelques fiches qui me servaient à poser le discours. Et c'était beaucoup moins soporifique qu'un PowerPoint. Ouais. En tout cas, c'est ce qui ressort à chaque fois. Ouais. Voilà. Qu'on soit Euh, à Paris, à Toulouse ou à Ushuaia ou à Vladivostok, le dessin, ça marchera toujours mieux que un ouais, texte. ouais, ouais. Ouais, ça, je l'ai vu dès mes premières années enfin, les premières années de bio, en tout cas, enfin, en tout cas, les étudiants que j'ai en première année de bio. euh, Dès que je mets, enfin, faut pas mettre des dessins tout le temps, mais dès qu'on en met, c'est une pause dans le discours, c'est une respiration et c'est aussi une focalisation différente. Donc, Mm. voilà. Et donc ça, c'est ce que j'ai essayé de formaliser pour une de ces dégustes. C'est de dire comment moi je me repérais dans ces arômes, en invitant les gens à dessiner leur propre roue des arômes, parce que bah, d'abord des roues des arômes, on sait qu'il y en a plusieurs. Ensuite, moi je trouve qu'une roue, ben, c'est un côté un peu fixé, et puis en même temps on s'y perd parce que c'est tous les mots n'ont pas forcément de hiérarchie. Et voilà. Et donc là, de façon voilà, organisée, mais correspondant à mon organisation, j'ai mis les arômes tels que je les Donc ça, c'est différenciais. vraiment ton expérience personnelle, en fait, hein, que tu as mis Voilà, là-dessus. voilà. Et donc, Mais on peut suivre hein, finalement un peu ton parcours, en fait, au final. Donc tu as une première note, en fait, comme une famille, et ensuite tu peux aller dans différentes directions. voilà. Et ensuite, bon, après, c'est classique, hein. Il y a les notes un peu minérales, les notes animales, les notes d'épices, les notes de fruits secs, de fruits confits, un petit peu de fleurs, les notes végétales. Donc, voilà, végétales au sens un peu plus verte. Donc, c'est des grandes familles. Mais ensuite, voilà, je mets mes repères avec des images. Et en fait, avec des images, moi, ça m'oriente plus vite que des mots. Mhm. Mhm. Et donc, voilà. Et donc, pour finir, effectivement, j'utilise ça un petit peu pour le café. Donc, dans le café, voilà, de toute façon, on en a déjà parlé, hein, c'était effectivement le lien entre changement climatique, dégustation, voilà. Donc, ça, c'est juste un petit compte-rendu de dégustation qu'on a fait récemment au musée.
Homme de Bordeaux Rouge, qui est un musée à Toulouse. Euh, donc comme ça situe un peu le lieu, quelques étudiants, l'hiver, quelques cafés dégustés. Donc ça, après, l'envoie aux étudiants avec un petit compte-rendu sur les articles scientifiques qu'on a dégustés. Bon, moi, ce que j'espère juste, c'est que ça marque un peu plus parmi les lectures scientifiques habituelles. Donc pas parce que je veux que le dessin les marque, mais parce que associant le dessin aux articles, effectivement, il y a un peu de renforcement. Donc Mhm. voilà. Donc, et puis en même temps, c'est l'occasion voilà, de partager une autre prise de notes et puis de dire que j'ai apprécié aussi ce moment. C'est vrai. Et c'est un moment, enfin oui, encore une fois, c'est hédonique en même temps que pédagogique et c'est ça qui est intéressant aussi. Mm. Voilà. Et pour finir, voilà, j'en ai mis juste un parce que j'avais pas tout scanné au dernier moment, mais voilà, typiquement un café. Alors moi à l'époque, je faisais peut-être pas attention assez au Finca et à tout ce qui produit le café, mais c'était un café de Cuba que j'avais dû déguster à Gaillac qui m'avait ému et qui m'avait transporté. Euh, voilà. Bon alors, il avait des arômes très verts, on le voit, les artichauts, les bambous, les poivrons, Ouais. mais effectivement, il m'avait transporté, puis il y a le côté cacahuète aussi. Voilà, donc ça c'était un moment, voilà. Donc c'était pour conclure sur le café. Mais bon, il y en aura d'autres. Il y en aura, bah, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, ouais. Et effectivement, là, on voit artichaut, cacahuète, poivron rouge et bambou. A priori, c'est pas les notes qu'on a envie de retrouver. Mais ceci dit, enfin voilà, tu as fait part d'une expérience que tu as eue. Tu en fais un très joli dessin. Et effectivement, donc Régine dit, ces dessins sont extrêmement instructifs et ludiques en même temps. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est une façon très légère, mais en même temps très, très profonde de rendre compte de tes dégustations. Mm. Oui, oui. Bon, merci Régine en tout cas. Mais c'est vrai que c'est. Oui, il y a un côté ludique, ça c'est clair. J'aime bien ça aussi. J'aime bien le côté aussi simple que l'aquarelle a. C'est lisible, comme tu dis. Ça se transmet, c'est facile, ça se transporte. J'en ai souvent avec moi en voyage. C'est rapide aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui m'ont plu dans l'aquarelle. Mm. Mm. Bah, en tout cas, moi, je suis fan et puis je suis sûr que tu vas avoir beaucoup plus de fans encore maintenant. Bon, écoute, merci en tout cas. Bon, c'était l'occasion, en tout cas. C'était Ouais. l'occasion rêvée, effectivement. Moi, je suis très fier de partager un peu justement ce travail-là que tu fais et ça, je trouve ça très inspirant. Donc, aucun doute que ça fasse un effet, quel qu'il soit. Bon, bah chouette. Alors au passage, peut-être qu'on en a très vite fait parler, mais j'en profite quand même que tu sois là. Et Régine avait une question pour revenir sur l'interaction des champignons avec, parce qu'elle dit que elle est très intéressée par ça. Et d'ailleurs, je crois que j'avais regardé moi-même là-dessus aussi ce qui existait dans la littérature, parce il pourrait y avoir une interaction entre les champignons, des les interactions. Alors en fait, juste pour être sûr, en fait, est-ce que tu parles des champignons enfin, de la rouille elle-même, ou tu parles des interactions café et champignons et l'effet que ça peut avoir sur la rouille? Tu parles de d'autres champignons que de la rouille? Avec d'autres champignons voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu es au courant Alors, de ça? oui, alors sur le café, je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais effectivement, alors, il faut savoir que toutes les feuilles sont peuplées par des champignons. On ne connaît pas une feuille qui n'héberge pas de champignons, mais souvent des champignons qui sont présents de façon asymptomatique. On va dire qu'ils sont dits endophytes, c'est-à-dire qu'ils vivent dans les feuilles, ils sont complètement dépendants des feuilles. Bon, après, ils sont pas vraiment pathogènes, ils sont là, ils mangent un peu les sucres qui sont autour des cellules. Et en fait, on s'aperçoit que beaucoup de ces champignons ont quand même des rôles protecteurs parce qu'ils défendent leur territoire. Et donc aujourd'hui, par exemple, dans le domaine pharmaceutique, on va chercher beaucoup de molécules antifongiques, antibactériennes chez les endophytes. Il y a beaucoup d'utilisation dans le monde de la vigne. Par exemple, je pense au trichoderma, qui est aussi un champignon qu'on trouve dans le sol, mais aussi de façon endophyte, qu'on pulvérise à la surface des feuilles. On sait qu'une fois qu'il est rentré dans les feuilles, il y a moins de probabilité d'infection par des mildious. Euh, voilà, des oïdiums aussi. Et donc ça peut être un type d'interaction qui peut être intéressante vis-à-vis de la rouille, c'est-à-dire voilà, de coloniser les feuilles par d'autres champignons. Alors a priori, de façon naturelle, il y a des champignons, mais c'est vrai que tous les champignons n'ont pas les mêmes activités et certains sont plus anti-pathogènes que d'autres. Mhm. Donc là, il peut y avoir un peu en tout cas, d'utilisation de ces champignons. Mhm. Euh,
Après, ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut aussi chercher des champignons légèrement pathogènes de façon à éliciter, c'est-à-dire stimuler la défense un peu comme immunitaire de la plante avant l'infection par la rouille. Donc ça, c'est aussi une façon de faire. Il y a beaucoup de recherches sur les éliciteurs, alors ou à partir de signaux émis par les champignons, ce serait comme une façon de vacciner en gros les plantes avant l'infection. Il y a d'autres manipulations actuellement, par exemple, on sait que lorsqu'il y a des champignons, une attaque, il y a des acides jasmoniques, notamment, hein, il n'y a pas que, qui sont émis. Et en fait, on peut aussi aller directement cibler ce dialogue qui s'établit entre les champignons pathogènes et la plante pour aller stimuler en amont et du coup préparer la plante à répondre notamment à la rouille. Donc voilà, donc je parle en donnant des exemples de ce qui se fait aujourd'hui comme utilisation un peu de... C'est une forme de lutte biologique, hein, de toute façon, d'utiliser les endophytes comme préparateurs, donc éliciteurs ou défenseurs de territoire des feuilles. Mais oui, oui, il peut y avoir des choses. Et de même, on s'aperçoit aussi que parfois les champignons mycorhiziens, donc les champignons qui sont en symbiose avec les racines, peuvent aussi avoir ce rôle d'éliciteur. Mhm. Donc, et c'est un petit peu ce qui se cache derrière le lien entre biodiversité et résilience, même s'il y a des tas de choses qui sont débattues là-dessus, hein, de toute façon, dans le monde de l'écologie. Mais effectivement, plus on a une communauté diverse, souvent, et plus Mhm. quelque part, on prévient l'invasion par certains Mhm. pathogènes ou certaines espèces. Mhm. Clairement. Ok, bon bah c'était très clair. Bon bah écoute Mélanie, je te remercie vraiment et d'avoir pris ce temps en fait un dimanche après-midi et de grand soleil. Mais franchement j'ai été ravi. Je redécouvre encore certaines choses et encore une fois je le répète, mais je suis vraiment content de partager avec la communauté du café, ce travail, c'est cette vision particulière que tu as et ce rendu que tu as aussi pour te rappeler de tes aventures gastronomiques. Bon, merci Manu. Bah, si ça peut donner des idées aussi de projets, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas? Elle est évidemment disponible pour être contacté. Vous avez sa fiche d'intervenante et Ouais. avec son email et aussi son site internet d'ailleurs. Vous pouvez aller voir déjà quelques exemples. Voilà, merci beaucoup Mélo. Merci Manu. Bon Ciao, après-midi et ciao. merci Régine. Au Bye bye. revoir. Au revoir. Ciao, ciao.